Bonsoir, il est 19h50 et vous êtes sur NCI pour votre journal. Dans les titres de l'actualité ce soir, Ibrahim Kuber Koulibaly, président de la commission électorale indépendante, continue son périple d'explication du processus électoral en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, la caravane de sensibilisation s'est arrêtée à l'école de police d'Abidjan. Plongez dans les opérations de la brigade spéciale chargée de rétablir l'ordre dans nos villes, découvrez leur quotidien, leurs défis dans cette mission cruciale pour la sécurité urbaine. Et la France se prépare à accueillir les Jeux Olympiques. Les derniers préparatifs et tournées du président français avant l'ouverture officielle ce vendredi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kuber, continue son périple d'explication du processus électoral en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, la caravane de sensibilisation qu'il a initiée a fait escale à l'école de police d'Abidjan-Cocody. Là, Koulibaly Kuber a pris le temps d'instruire les pensionnaires de l'établissement sur les subtilités de la matière électorale. Nos reporters Mardoché Kwasi et Fulgence Kissiedou étaient sur place pour nous en donner tous les détails. Devant les élèves policiers et les responsables de l'école de police d'Abidjan-Cocody, le président de la commission électorale indépendante a, comme aux précédentes étapes de cette tournée de sensibilisation, levé un coin de voile sur les droits et devoirs du citoyen en matière électorale, mais aussi sur le travail de l'institution qu'il préside, sur le cas spécifique des personnes d'astreinte pendant les élections, que sont les hommes en tenue. Le président de la CEI s'est voulu clair. Concernant la qualité d'électeur du policier, c'est vrai, dans certains pays, les fonctionnaires ne votent pas. Mais en Côte d'Ivoire, comme bon nombre de pays, le fonctionnaire est un citoyen. Il doit pouvoir voter. Mais c'est ça un policier. Pouvoir se départir de son émotion. Appliquer objectivement la loi. Parce que la loi a un caractère général et impersonnel. Et ce n'est pas parce que votre candidat a perdu que vous n'allez pas pouvoir maintenir l'ordre public. Si vous ne le faites pas, c'est que vous avez failli à votre tâche de policier. Le magistrat hors hiérarchie est également revenu sur le bien fondé de cette campagne de sensibilisation dans la mobilisation des populations pour la révision de la liste électorale. Aujourd'hui, nous sommes à 4 500 000 environ des citoyens qui ne sont pas encore inscrits sur la liste électorale. Mais les gens ne viennent pas. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous partons vers vous, comme nous sommes là ce matin, pour demander aux citoyens de venir s'inscrire en justifiant le bien fondé de cette inscription. C'est tout le sens de notre campagne de sensibilisation. Les échanges avec les futurs agents des forces de l'ordre ont donc permis à ces derniers et à leurs responsables d'être mieux outillés sur la matière électorale. Un motif de satisfaction pour le directeur de l'École nationale de police d'Abidjan et ses collaborateurs qui ont salué l'initiative du président de la CEI. On vous emmène maintenant au cœur d'une brigade particulière. Son rôle, lutter contre le désordre urbain et certaines formes d'incivisme. Première étape pour ce service fort de 295 membres, la commune d'Abobo, où des commerces aux abords des voies ont été dégagés, des mendiants interpellés, des commerces ambulants saisis. D'autres communes seront traversées par cette opération. La brigade a été lancée officiellement lundi dernier par le chef du gouvernement ivoirien, Robert Begré-Mambé. Salifia Lekoué, Joseph Zécré. Cours de la mairie d'Abobo, tôt ce matin. Au rassemblement, les agents de la toute nouvelle brigade de lutte contre le désordre urbain, à l'initiative du ministre-gouverneur Ibrahim Cissé Bakongo, avec le soutien des maires de la capitale économique. Montée du drapeau, consigne pour bien mener la première opération de grande envergure, au menu de ce rendez-vous, sous le regard bienveillant des autorités municipales de la commune haute, qui attendent beaucoup de cette brigade. Le désordre urbain existe bel et bien dans la commune d'Abobo. Cette brigade de lutte contre le désordre urbain est la bienvenue. Il s'agit pour cette brigade, pour nous, que cette brigade puisse donner les bons réflexes pour la vie communautaire dans une ville. Après les consignes fermes, place au déploiement sur le terrain. Pour ce premier jour, l'axe principal qui relie la mairie à la commune d'Anyama est parcouru sous la conduite du commandant de la brigade, le lieutenant-colonel Jean-Louis Accard. La mission est claire. On ne poursuit pas, dites-leur de quitter, c'est tout. Nous ne pouvons plus tolérer
que des commerçants véreux se mettent à vendre aux abords des voies. Et ils salissent les abords des voies, ils empêchent aussi la circulation des véhicules. Et ça crée véritablement un problème. Donc aujourd'hui, Abobo est une commune phare. Nous initions l'opération à partir d'Abobo et que les autres communes sachent que nous allons nous étendre. Demander à nos concitoyens d'assainir notre capitale économique. La sensibilisation est de mise. On ne veut pas aller dans les discussions inutiles avec les gens. On vient, on explique le bien fondé de la chose. La fermeté également au passage des troupes. Cette opération, bien que saluée par une partie de la population, est diversement appréciée par ses vendeuses, entre colère et amertume. Non, on n'a pas sur la voie. On n'a pas sur la voie, c'est la voie. Les goudrons, pas goudron, on a même gâté, on aurait venu arranger. On n'a pas sur goudron. On n'a pas sur goudron, voici voilà. En bouteille, c'est là-bas, c'est pas nous. On mange pas, on a faim, faut pas on va vendre. Nous là, nos enfants, on les met à l'école. Grâce à ça, voici l'école qui a commencé. Si vous nous chassez là, on va mettre les enfants à l'école comme. Les limites où on doit être pour ne pas vendre, pour ne pas plutôt essayer d'occuper. C'est ce que je veux savoir. L'initiative est bonne, parce qu'on veut la propriété, on veut l'assainissement. Mais il faut que vraiment l'initiative il faut que l'information soit vraiment détaillée. Soit on informe les chefs. Les mendiants n'échappent pas à la conduite de cette opération. Les activités de cette brigade, forte de 295 éléments, sont ainsi lancées. La lutte contre diverses formes de désordre urbain, notamment le commerce ambulant sur les grandes artères, la mendicité, l'usage des charrettes à bras appelées au trot, les comportements inciviques tels qu'uriner en plein air, au cœur des actions. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, en charge de la construction, a rencontré le bureau de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, venus lui présenter leurs préoccupations, au nombre desquelles la sécurisation du foncier urbain. Pierre Dipomella, Éric Thimaud. C'est une rencontre détendue entre le ministre Bruno Nabagné-Koné, en charge de la construction, et les promoteurs immobiliers, regroupés au sein de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. Le déficit en termes de logement est estimé à 800 000 habitats par an. Il s'agissait pour le ministre de recueillir les préoccupations de ceux qui contribuent aux côtés de l'État à réduire le gap, non sans les rassurer des réformes qui sont en cours, dont l'une des plus importantes reste la sécurisation du foncier. L'une des choses à laquelle nous nous sommes attaqués dès le départ, ça a été le foncier. Parce que le foncier, c'est la base. C'est une matière première pour vous, qui est essentielle et qui était extrêmement problématique il y a quelques années. Aujourd'hui, je peux considérer qu'on est vraiment pratiquement au bout des difficultés concernant la gestion foncière en Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour moi, c'est une grande satisfaction pour mes collaborateurs, parce que nous savons que ça va soulager beaucoup d'Ivoiriens. Il y a encore davantage de choses à faire. Donc c'est ce qui nous a amené à lui présenter un certain nombre de doléances, notamment des doléances qui sont liées à la levée de la ZAD. La ZAD, ce sont les zones d'aménagement différées qui bloquent en fait le processus de production massive de logements de certains promoteurs. Donc aussi concernant la participation active des promoteurs dans le programme d'urgence qui a été lancé par l'État le mois dernier, à savoir les 25 000 logements, et aussi concernant la sécurisation de nos fonciers. Donc, le ministre, avec une oreille attentive, a donc promis de nous revenir très bientôt et de prendre en compte nos différentes préoccupations. Pour répondre aux besoins pressants de la population d'habitat, le gouvernement a lancé un programme d'urgence pour une production en masse de logements. Et pour lever les obstacles des réformes pour arriver à une célérité dans la production, des ACD ont été menés. Pour réduire aussi les litiges fonciers, un nouveau document appelé attestation de droit d'usage coutumier a été mis en place en remplacement de l'attestation villageoise. À 36 ans, Amara est bien plus qu'un simple livreur. Depuis 2008, il arpente les rues de la capitale avec une détermination à toute épreuve. Sa particularité, Amara est privé d'une jambe. Pourtant, ce handicap ne l'a jamais empêché d'exceller dans son métier de livreur à moto. De 7h du matin à 21h, il sillonne la ville bravant chaleur accablante et embouteillage incessant. Il navigue habilement entre les voitures, livrant ses colis avec une précision et une rapidité exemplaires. Regardons de plus près
Un instant de la vie de cet homme exceptionnel avec Kassim Diabaté et Tanguy Kona. Amara Diomandé, 36 ans, est un livreur handicapé. Il y a quelques années, un accident brutal lui a coûté sa jambe gauche. Malgré cette épreuve, Amara décide de se battre pour mériter son pain et n'être à la charge de personne. Il est 6 heures, nous sommes dans la commune de Yopougon. Amara s'apprête à affronter les défis de la journée. D'accord, je m'adresse à la petite famille qui est là. Je leur donne l'argent de manger de la journée. Et puis après, maintenant, je prends la moto, je commence à appeler les clients. Ceux qui ont colis, je passe pour récupérer. Je passe maintenant à l'étape de livraison. Une vieille moto, 2 béquilles qui lui sont d'une grande aide et un sac à dos. Il s'apprête à sillonner la capitale. Entre la moto et Diomandé, c'est une relation de confiance, d'espoir. C'est pas comme si j'ai choisi la livraison comme métier en tant que tel. Il y a une situation qui est là. Moi, j'ai eu un accident à l'époque qui m'empêchait de faire certaines choses. J'avais du mal à me déplacer. Parce que j'avais du mal à l'épaule là, après toutes les opérations. Donc, je me déplaçais avec la moto. Donc, comme tu sors déjà avec la moto, tu maîtrises déjà la moto. Donc, il faut trouver quelque chose, un exercice qui va avec la moto. C'est comme ça qu'on a commencé la livraison. Parcourir les rues encombrées d'Abidjan demande une incroyable dextérité et une force mentale à toute épreuve. Une journée fructueuse peut lui rapporter jusqu'à 15 000 francs, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille. Il fait tout pour nous, pour que nous soyons là où nous sommes aujourd'hui. C'est vrai, on n'a pas tout, mais nous sommes heureuses par ce qu'il a aujourd'hui. Donc nous sommes heureux auprès de lui. Mon souhait, c'est qu'il arrête, parce qu'il est tout le temps exposé au danger. Voilà, sa vie est tout le temps en danger, avec son état et la moto entre les voitures. Vraiment, c'est difficile. Depuis 2008, ce modèle inspirant exerce son métier de livreur avec passion, malgré les énormes obstacles qui se dressent quotidiennement sur son chemin. Amara est tout de même conscient des dangers qu'il court en se faufilant entre Baka et Woro Woro. Amara tire sa détermination, des regards admiratifs et les mots d'encouragement de ses clients et de ses proches. Il est très efficace, voilà, rapide, et puis en plus de ça, il est honnête. Voilà, à chaque fois que je lui demande de faire des livraisons pour moi, j'ai vraiment pas de soucis. Les clients même sont satisfaits de ce qu'il fait. C'est ma première fois, franchement, qu'il est venu me livrer. J'ai aimé, ça m'a plu bien. Avec son état, il a le courage de travailler, de se débrouiller. En tout cas, j'ai aimé. Quand il est venu, je ne m'attendais pas à ça, quoi. Mais quand je l'ai vu, franchement, j'ai aimé. Je l'encourage beaucoup. Conscient des défis de la vie, il rêve grand. Mon plus grand rêve, c'est de devenir un grand commerçant de vendre des vêtements. Moi, je vais vendre les vêtements. C'est que moi, j'ai dit à la population de Côte d'Ivoire, partout, même dans le monde même déjà, la vie, il faut se mettre au travail. Le plus important, c'est d'essayer, quoi. Ce n'est pas essayer qui est vilain. Amara n'est pas seulement un simple livreur, il est une source d'inspiration et un symbole de la force humaine. Son histoire est un rappel poignant que l'adversité peut être surmontée par l'effort et la résilience. Et voilà donc un portrait inspirant. La 9e édition de l'opération Vacances sécurisées a été lancée ce mercredi dans la commune de Port-Bouët. La cérémonie de lancement officiel, doublée de l'inauguration du commissariat du 42e arrondissement et du district 9 de la police basée dans la commune balnéaire de Port-Bouët, a eu lieu en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Mardoché Kwasi, Fulgence Kissiedou. L'opération Vacances sécurisées 9 succède à la 9e édition de l'opération Épervier. Comme les précédentes, cette 9e édition de l'opération de sécurisation des activités de vacances vise à offrir plus de sécurité aux nombreux vacanciers qui se déplacent sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit d'opérations conjointes de grande envergure, regroupant la police nationale, la gendarmerie nationale, les forces armées de Côte d'Ivoire pour lutter contre le grand banditisme. Ces opérations, qui sont à leur 9e édition, ont également pour objectif de renforcer la quiétude des populations durant les vacances scolaires. Cette opération pourra s'appuyer à Port-Bouët et environ sur un commissariat flambant neuf et des services du district 9 de police logés dans de meilleures conditions. Les 2 infrastructures offertes par la mairie de Port-Bouët ont été officiellement mises en service.
Vu la croissance démographique fulgurante dans nos nouveaux quartiers et de la commune et leur étendue, il fallait nécessairement et impérativement mettre l'accent sur l'aspect sécuritaire. C'est donc le double défi d'apporter une solution sécuritaire à ces nouveaux quartiers de la route Bassam et de ramener le district de police dans notre commune, qui a motivé le conseil municipal et moi-même à inscrire dès notre première mandature la construction de ces deux édifices au budget. Une occasion saisie par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour revenir sur l'importance de cette opération pour maintenir la dynamique de développement du pays. La sécurité est le socle de tout développement. Et son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a compris. Car notre pays, après avoir traversé tout ce que nous avons traversé, revenant de loin, devait se refaire. Et aujourd'hui, il fait bon vivre en Côte d'Ivoire. Tout cela n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas de sécurité. Et la sécurité est un bien que nous devons tous préserver. L'opération Vacances sécurisées a également été lancée au même moment à Yamoussoukro, en présence du préfet de police de la capitale politique ivoirienne, commissaire divisionnaire, major de police à Kafou. 500 éléments des forces de l'ordre seront ainsi déployés dans la ville et ses environs. Amadou Hampâté-Bâ, écrivain et ethnologue malien, a entretenu une relation profonde et significative avec la jeunesse dans son œuvre. Il voyait la jeunesse comme la clé de l'avenir en Afrique. En 1985, 6 ans avant sa disparition, il a adressé une lettre à cette jeunesse africaine dans laquelle il aborde divers aspects de la vie. 39 ans plus tard, que représente cette lettre, cet héritage pour la nouvelle génération? On s'y intéresse dans ce Focus Culture. Mes chers cadets, celui qui vous parle est l'un des premiers-nés du XXe siècle. Les morts ne sont pas morts, disaient le poète et les sages africains. Amadou Hampâté-Bâ, puisqu'il s'agit de lui. Écrivain, poète, ethnologue, connu sous diverses casquettes, portant l'étiquette de plusieurs noms parmi lesquels disciple du sage Bandiagara, éternel élève de la vie, diplômé de la grande université de la parole enseignée à l'ombre des baobabs, père de la tradition orale africaine, repère des valeurs historiques Peul. Il disait que c'est l'Afrique qui parle en lui. Lui, il est le grand chantre de l'africanité, avait la tête dans les traditions, mais le pied dans la modernité. Homme de la culture, et non moins de culture, figure incontournable de la littérature négro-africaine. Il a dédié 70 ans de sa vie à la recherche et à la préservation de notre culture. Et si des personnes comme Amadou Hampâté-Bâ n'avaient pas vécu, l'Afrique aurait perdu une source énorme de connaissances. En 1985, Amadou Hampâté-Bâ trempe sa plume dans l'encre de la sagesse, 6 ans avant sa mort, pour rédiger une lettre à l'intention des jeunes avant de poser définitivement sa plume. Comme pour dire au revoir à la nouvelle génération et bonjour aux ancêtres. D'abord, il y a un aspect factuel, c'est-à-dire qu'il y avait un concours qui a été proposé par, je crois, l'Agence de coopération culturelle et technique de l'époque. C'est en ce sens-là, au départ, que la lettre est écrite. Bien avant cet appel-là, lui, il a déjà pensé à partager son expérience avec la jeunesse depuis 1950-82. De l'oralité à la compréhension mutuelle, en passant par l'exhortation au travail, la confiance en soi et la connaissance de soi, tous les aspects de la vie y sont abordés. Le message fort, c'est vraiment la compréhension, la mutuelle compréhension entre les peuples, entre les religions, entre les cultures. La lettre, en somme, c'est une invite à la jeunesse de se connaître soi-même, d'être fier de ce que nous sommes. Cette œuvre intemporelle, la lettre d'Amadou Hampâté-Bâ, demeure plus que jamais une aubaine et un tremplin pour cette jeunesse, pourvu qu'elle tende bien l'oreille et applique les conseils de la lettre à la lettre. Mon vœu, c'est que ces messages-là soient audibles
à la jeunesse qui puisse s'en imprégner, pas seulement dans une lecture, s'en approprier pour l'appliquer. Aujourd'hui, cette lettre demeure un repère et une boussole pour la nouvelle génération. Amadou Hampâté-Bâ repose en paix, avec sûrement le sentiment d'avoir accompli son devoir envers les générations futures, en laissant un testament, un héritage précieux. La lettre aux jeunes, il y déclarait « Soyez au-delà de la vie sous tous ses aspects ». Et si c'était notre manière de répondre favorablement à cette lettre? Oui, Amadou, nous accusons bonne réception de votre lettre. Nous y croyons et nous nous y attelons. Les grands hommes ne meurent pas, ils disparaissent. Et puis le lancement officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est dans 2 jours, avec une cérémonie d'ouverture très attendue. Le président français Emmanuel Macron s'est rendu ce mercredi sur différents sites de compétition où il a pu constater que les organisateurs qui ambitionnent de porter les Jeux les plus innovants, les plus responsables et les plus inclusifs étaient fin prêts. Olivier Abimana. À 2 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, tout est prêt à Paris pour le sport et la célébration de l'olympisme. C'est ce qu'est venu constater le président français Emmanuel Macron ce mercredi matin lors de la visite du stade de beach-volley installé au pied de la Tour Eiffel. La veille, le chef de l'État français avait promis des Jeux olympiques uniques en leur genre, et ce sur plusieurs aspects. Ce seront les Jeux les plus durables de l'histoire. L'égalité des sexes est au cœur de ces Jeux. Et évidemment, nous étions très attachés à la continuité entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, et c'est pour nous quelque chose de très unique. Si les Jeux de Paris se veulent être les plus inclusifs et les plus innovants, les organisateurs les imaginent également comme étant les plus écologiques. L'occasion pour la ministre française des Sports de défendre le choix des lits en carton fabriqués à partir de 80% de matières recyclées qui ont fait l'objet de moqueries sur les réseaux sociaux. En matière de sécurité, les autorités françaises veillent au grain et se disent prêtes à parer à toute éventualité. Le pays annonce d'ailleurs intercepter 6 drones par jour à proximité des sites olympiques. Il y a eu ce week-end, ce dimanche, dans l'après-midi et dans la soirée, plusieurs interceptions de drones qui se trouvaient à une proximité immédiate du village olympique, ce qui montre que le système fonctionne. Côté sportif, la délégation ivoirienne se compose de 55 personnes, dont 13 athlètes qui défendront les couleurs du pays dans les 4 disciplines, le taekwondo, l'athlétisme, l'escrime et le judo. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé représentera le président Alassane Ouattara à Paris. Pour rappel, la sprinteuse Marie-Josée Talou-Smith a été désignée porte-drapeau de la Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture est prévue vendredi à partir de 17h30. Les 10 500 athlètes présents au JO devraient défiler à bord de bateaux sur la Seine, en plein Paris. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain soir pour un nouveau journal. Bonne soirée sur NCI.